Quand on parle de l'Égypte et de l'eau, en fait, on parle d'une seule et unique chose, le Nil. C'est une histoire qui dure depuis des millénaires, mais qui aujourd'hui, elle fait face à des défis absolument inédits. Alors on va se pencher sur cette dépendance qui est vitale et sur les solutions parfois surprenantes qu'elle fait naître. Regardez bien ce chiffre, 97%. C'est juste énorme. Ça veut dire que la quasi-totalité de l'eau douce en Égypte vient du Nil. Il n'y a pas plein de rivières, il n'y a pas de pluie torrentielle. Non, juste une seule source qui part de très très loin. Et ça, forcément, ça crée une situation de fragilité incroyable, mais ça pousse aussi à une créativité assez folle. Ok, alors direction le paradoxe moderne du Nil. Pendant des siècles, c'était simple. La vie en Égypte, c'était le rythme des crues du Nil. Mais voilà, l'homme moderne a voulu tout contrôler, dompter le fleuve. Et en faisant ça, il a créé une nouvelle réalité. Un équilibre étrange entre d'un côté la sécurité et de l'autre des faiblesses complètement nouvelles. En fait, pour comprendre l'Égypte d'aujourd'hui, il suffit de regarder comment elle a géré le Nil. Tout commence à changer en 1902 avec le premier barrage d'Aswan qui révolutionne l'agriculture. Puis le gros morceau, c'est 1970, le haut barrage. Là, c'est la fin de la crue annuelle, un changement radical. Et plus près de nous, dans les années 90, on se lance dans des projets complètement fous pour faire pousser des choses en plein désert, comme à Toshka. On a vraiment essayé de repousser toutes les limites. Le haut barrage d'Aswan, c'est vraiment l'exemple parfait on pourrait dire du pacte faustien. Côté pile, c'est génial. Plus d'inondations catastrophiques, de l'électricité à gogo et de l'eau disponible toute l'année. Super. Mais côté face, les conséquences sont lourdes. Le fameux limon fertile qui rendait les terres si riches, il est bloqué dans le lac Nasser. Résultat, les sols deviennent plus salés, le delta s'érode. Bref, on voit bien que chaque solution amène sans lot de nouveaux problèmes. Et aujourd'hui, on arrive au cœur du sujet, la soif croissante de la nation. Toutes ces fragilités dont on vient de parler, elles sont mises à l'épreuve comme jamais. Plusieurs forces s'additionnent et poussent le système au bord de la rupture. Ce graphique, il est très clair. D'un côté, l'offre. L'Égypte a droit à 55,5 milliards de mètres cubes d'eau du Nil par an. Point. C'est fixé par un vieux traité de 1959, ça ne bouge pas. Mais de l'autre côté, la demande, elle explose. Déjà en 2000, on était à plus de 68 milliards. L'écart entre les deux, ce déficit, c'est ça, la crise de l'eau égyptienne. Et qu'est-ce qui creuse ce déficit ? Il y a plusieurs choses. D'abord, la population qui ne cesse d'augmenter, alors que la quantité d'eau, elle, reste la même. Ensuite, il y a ce qui se passe en amont du fleuve, notamment avec le fameux grand barrage de la Renaissance en Éthiopie, qui est une source d'inquiétude énorme pour le Caire. Si on ajoute à ça le changement climatique, qui rend tout plus incertain, et la pollution de l'eau, qui reste, le cocktail est vraiment explosif. Et ce n'est pas juste une impression. Cette citation le dit noir sur blanc, l'Égypte est confrontée à un déséquilibre entre la demande croissante en eau et la quantité disponible. C'est clair, c'est net, on ne parle pas d'un problème pour demain, on parle d'un déséquilibre qui est là, maintenant, et qui est reconnu par tout le monde. Alors, face à un défi aussi immense, qu'est-ce qu'on fait ? On attend ? Non. La réponse, c'est l'innovation. Et on va voir qu'il faut chercher des solutions partout, que ce soit dans des projets gigantesques de l'État ou dans des technologies de pointe directement dans les champs. Au niveau de l'État, la stratégie est vraiment ambitieuse. On a des projets pharaoniques comme Toshka pour essayer de créer une nouvelle vallée dans le désert, ou le projet du Nord Sinaï qui fait passer de l'eau sous le canal de Suez. C'est dingue. Plus concrètement, on bétonne des milliers de kilomètres de canaux pour éviter les fuites et on construit des usines de dessalement sur les côtes. C'est une source d'eau en plus, mais ça coûte une fortune. Mais attention, les méga-projets, c'est une chose. Ça ne fait pas tout. La vraie guerre de l'eau, en quelque sorte, elle se gagne aussi sur le terrain, au plus près des cultures. Et c'est là qu'on trouve des innovations assez surprenantes où l'objectif est de ne perdre absolument aucune goutte. Alors parlons d'une de ces technologies, l'eau magnétisée. Le principe, en gros, c'est de faire passer l'eau dans un champ magnétique. Ça a l'air un peu science-fiction, mais l'idée, c'est que ça changerait ses propriétés physiques. Le but ? Rendre l'eau plus efficace, qu'elle soit mieux absorbée par les plantes, qu'elle améliore le sol, bref, qu'elle travaille mieux. Et pour voir ce que ça donne concrètement, rien de tel qu'un exemple humain. On va s'intéresser au parcours d'un consultant qui a passé, tenez-vous bien, 35 ans de sa vie à chercher comment mieux utiliser l'eau. Et quand on regarde son CV, c'est assez parlant. Il a commencé ingénieur sur des projets d'irrigation énormes au Qatar, puis il a bossé pour de grands noms comme John Deere, toujours dans les technologies de l'eau. Il a dirigé une fondation spécialisée pour finir par devenir un des fers de lance de cette fameuse technologie magnétisée. Bref, c'est quelqu'un qui connaît son sujet sur le bout des doigts. Et alors, qu'est-ce qu'elle promet cette technologie ? Pas mal de choses en fait. De meilleurs rendements pour les cultures, un sol en meilleure santé et le plus important, une utilisation de l'eau bien plus efficace. Et c'est là que ça devient super intéressant pour l'Égypte. Apparemment, ça fonctionne mieux avec de l'eau un peu salée, ce qui est un gros problème là-bas, et en plus, ça réduirait les coûts de pompage pour les agriculteurs. C'est tout bénef. Bon, on arrive à la dernière partie, l'avenir incertain du fleuve.
Parce que la technologie, c'est super, c'est une pièce maîtresse du puzzle, mais ce n'est qu'une pièce. Pour avoir la vue d'ensemble, il faut absolument prendre en compte la politique et même la géopolitique. Et ce tableau est fascinant pour ça. Il nous montre comment l'avenir de l'eau en Égypte dépend des choix politiques. Prenons 2 exemples. Un scénario néo-capitaliste qui mise tout sur l'expansion agricole ferait exploser la demande à 85 milliards de mètres cubes. À l'opposé, un scénario néo-socialiste, avec moins d'expansion mais une grosse efficacité, maintiendrait la demande plus bas, vers 80. Ça prouve bien une chose, les décisions politiques et économiques pèsent au moins aussi lourd que les innovations technologiques. Au final, la grande question reste entière. Qu'est-ce qui va vraiment décider de l'avenir du Nil ? Est-ce que ce sera la technologie qui va sauver la mise, ou bien les grandes décisions politiques prises au Caire ? Ou alors est-ce que tout se jouera à la table des négociations avec les pays en amont ? La vérité, c'est que la solution viendra sans doute d'un savant mélange des trois. Et c'est de cet équilibre extrêmement fragile que dépend non seulement le futur du fleuve, mais aussi celui de toute une nation.